Auditeurs et auditrices de Radio Dina, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé Assure. Dans le monde, l'AVC est la deuxième plus grande cause de décès. L'AVC est beaucoup plus fréquent chez les personnes âgées que chez les adultes jeunes. Mais maintenant, la tendance est un peu renversée. On en parlera avec notre spécialiste du jour. Il s'agit de Dr Bitankade Kabassem. Il est médecin neurologue au CHU Campus de Lomé. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, je disais tout à l'heure que l'AVC, c'est beaucoup plus... Avant, le constat, c'était que cette maladie touchait beaucoup plus les personnes âgées. Mais maintenant, la tendance est renversée. Comment on peut expliquer cela, docteur? Bon, on peut dire que l'AVC est une maladie qui touche toutes les couches de la population, du fœtus jusqu'à la personne âgée. Mais les facteurs de risque se retrouvent plus chez les personnes âgées avant. Mais maintenant, on retrouve ces facteurs de risque chez beaucoup de jeunes, ce qui fait cette recrudescence chez les sujets jeunes maintenant. Même à 25 ans maintenant, on dit qu'il a eu l'AVC. Même moins. Il y a des patients, même des nouveau-nés aussi font des AVC. Toutes les couches sont touchées. D'accord. On parlera tout à l'heure des facteurs de risque surtout chez les jeunes, mais j'ai parlé de neurologue. Quel est le travail que vous faites quand on parle de neurologue? En fait, le neurologue, c'est le spécialiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait médecine et il est chargé de faire la prévention et de traiter les maladies qui concernent le système nerveux central. D'accord. Donc, quand on parle de système nerveux central et périphérique, autant pour moi, donc il y a le cerveau, les maladies qui concernent le cerveau, la moelle épinière, les nerfs, et les muscles. Ok, d'accord. Donc, c'est votre spécialité. Oui. Mais il n'y a pas assez de neurologues. Pourquoi les Togolais ne s'engagent pas trop dans cette spécialité? Bon, j'avoue que c'est une branche qui est assez volumineuse dans la médecine. Donc, beaucoup de jeunes n'étaient pas intéressés, mais je pense que depuis quelques années, il y a beaucoup de nos confrères, dont moi, qui s'intéressent à la matière. Alors, par rapport aux AVC, parce que c'est le sujet qui retient notre attention, quand on dit AVC, à quoi on doit penser? Quand on dit AVC, on doit penser à un dysfonctionnement du corps qui apparaît de façon brutale. Que ce soit une difficulté à parler qui arrive de façon brutale, une difficulté à faire un mouvement ou à mouvoir un membre qui arrive de façon brutale, ou bien il y a la bouche qui se dévie de façon brutale. C'est-à-dire que toute fonction perdue chez l'être humain qui apparaît de façon brutale nous fait penser immédiatement à un AVC. Et il y a combien de sortes d'AVC? Nous avons deux types d'AVC, les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques. D'accord, on va revenir en détail. On commence par le premier. L'AVC ischémique. Oui. Disons que, prenons l'AVC en termes basiques, il s'agit d'un accident vasculaire cérébral. Donc, on a trois mots importants dans ce cycle. On a d'abord accident, on a vasculaire qui fait rapport au vaisseau et on a cérébral qui est en rapport avec le cerveau. Si on prend accident, c'est tout ce qui arrive de façon inopinée. Ce n'est pas prévu. C'est comme quelqu'un qui roule la moto et puis il a un accident. En quittant sa maison, sur le trajet, il n'avait pas prévu de faire un accident. Maintenant, les vaisseaux, ce sont ces petits tuyaux qu'on peut voir sur la peau. Souvent pour faire des injections ou des transfusions. Donc, ce sont ces vaisseaux. On en trouve partout dans le corps, sur la peau, dans le cerveau, dans le foie. Et puis, le dernier, c'est cérébral. Donc, il s'agit d'un dysfonctionnement cérébral des vaisseaux dans le cerveau qui arrivent de façon brutale, de manière terre à terre. Pour l'AVC ischémique? Non, pour l'AVC en général. D'accord, pour l'AVC en général. Maintenant, par rapport à l'AVC ischémique, notons que le vaisseau, c'est comme un tuyau. Prenons-le basiquement comme ça, c'est comme un tuyau. Donc, le tuyau peut être victime de deux sortes de problèmes. Soit le tuyau est bouché à l'intérieur, soit il se casse et son contenu est déversé dehors. Donc, nous parlons d'AVC ischémique quand le vaisseau est bouché de l'intérieur et tous les problèmes qui en résultent vont être appelés AVC ischémique. Et quand le vaisseau se rompt ou bien se casse, ça donne un AVC hémorragique. Donc, ça veut dire que le vaisseau s'est rompu et le sang s'est déversé dans le cerveau. Il y a l'hémorragie. Dans le cerveau. Donc, ischémique, c'est l'infarctus cérébral.
si on peut comprendre cela. Oui, c'est l'infarctus cérébral. Et majoritairement, ce sont ces cas qui viennent parce que quand on prend les chiffres de l'OMS, souvent c'est 85% des cas. Oui, même à Lomé aussi, c'est vrai que nous avons plus d'AVC ischémique qu'hémorragique, mais je dirais dans une proportion de 60-40 par rapport aux AVC, mais toujours pour une prédominance des AVC ischémiques. Alors, l'accident ischémique transitoire, c'est quoi? L'accident ischémique transitoire, je dirais que c'est le petit frère ou bien le bébé de l'AVC ischémique. C'est-à-dire que tu as l'AVC, mais ce n'est pas permanent. C'est-à-dire que tu as eu les symptômes. C'est transitoire. Tu as eu les symptômes et ça a régressé en moins d'une heure. Des fois, ça peut aller à 2 heures, mais rarement ça dépasse 24 heures. Tu as eu les symptômes de l'AVC, mais ça a régressé à moins d'une heure pour les définitions scientifiques, mais ça peut persister 2 heures, mais en moins de 24 heures, tu retrouves ton état initial. C'est aussi considéré comme un AVC, voire une menace d'AVC en fait. Donc il faut agir pour ne pas arriver à l'étape AVC. D'accord. Alors par rapport aux consultations que vous recevez souvent, quels sont les cas qui reviennent majoritairement? Par rapport aux AVC toujours? Par rapport aux AVC. C'est plus les AVC ischémiques qui prédominent en consultation. En consultation au CHU? Au CHU, oui. Alors, par rapport, on parlait tout à l'heure, on a expliqué ce que c'est que l'AVC et tout, mais on ne sait pas vraiment quels sont les symptômes qui vont nous faire comprendre qu'on est en train, ou bien qu'on est sur la voie des AVC, en fait. Ok. Bon, comme je l'avais dit initialement, quand tout dysfonctionnement arrive de façon brutale, ça oriente vers un AVC. Mais nous avons des signes particuliers qui nous orientent vers les AVC. Par exemple, il y a un côté, une moitié du corps qui n'arrive plus à faire le mouvement. Donc, qu'on appelle communément hémiplégie. Oui. Quand ça arrive de façon brutale, jusqu'à preuve du contraire, c'est un AVC. Ou soit, il y a une personne qui n'arrive plus à parler de façon brutale. Elle est en pleine conversation avec un interlocuteur et puis les mots ne sortent plus. Ça aussi, ce sont des signes d'AVC. Ou soit, on peut avoir aussi la bouche qui se dévie de façon brutale. Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et puis devant vous, vous remarquez qu'il y a la bouche qui part d'un côté. Ou le visage. Ou le visage carrément aussi. Ou comment on dit, le visage n'est plus symétrique. Donc, ce sont des signes d'AVC. Alors, souvent, mais on ne se rend pas compte, il y a certaines personnes qui font de l'AVC par exemple, mais qui n'ont pas, par exemple, ces signes-là directs. Comment on se rend compte? Est-ce que ce sont des palpitations? Qu'est-ce qu'on peut, ou à quel moment on peut réagir? En fait, le cerveau, c'est comme un pays ou un gouvernement, en fait. On a beaucoup de ministères. C'est-à-dire qu'il y a une zone qui est chargée de faire que le mouvement, une zone qui est chargée que de faire la vision, une autre zone qui est chargée que de faire les sensations, d'autres de faire battre le cœur, etc. Maintenant, comme on l'a dit, les vaisseaux, eux, leur rôle, c'est d'apporter le sang dans ces différentes zones. Maintenant, le vaisseau qui apporte le sang dans la zone du mouvement, par exemple, si c'est ce vaisseau qui est touché par l'AVC, on aura des symptômes en rapport avec une difficulté ou une impossibilité de faire des mouvements. Si c'est la zone du langage qui nous permet de nous exprimer qui est touchée, on aura des symptômes aussi en rapport avec des difficultés à parler. Si c'est la zone de la vision qui est touchée, on aura aussi des symptômes en rapport avec la vision. Mais il y a certaines zones qui sont plus expressives que les autres. Par exemple, il y a des personnes qui ressentent des fourmillements dans une partie du corps qui arrivent de façon brutale. Comme c'est lui seul qui le ressent dans son corps, il peut le prendre comme un symptôme banal qui va passer spontanément. Mais quand c'est le membre qui refuse de travailler, une hémiplégie, là, ça alerte plus les populations. Sinon, c'est en fonction des signes. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent plus à voir de façon brutale aussi. Ça aussi, ça oriente sur les AVC. Donc, oui, allez-y. C'est plus la brutalité d'installation des signes. C'est-à-dire que tu es là, tu te sens bien et puis d'une seconde à l'autre, tu remarques qu'une fonction de ton corps est perdue. Que ce soit la motricité, le langage, la vision ou les sensations. Donc,
c'est plus simple. Alors, par rapport au langage, est-ce que après, par exemple, avoir développé une maladie, on reprend avec, où on a perdu connaissance et tout, mais à un moment donné, on revient, on se rend compte que le patient ne parle plus correctement, il y a un trouble de langage. Est-ce qu'à ce moment, on peut faire des analyses pour voir si la personne n'a pas eu, par exemple, un AVC? Oui, c'est-à-dire qu'il faut... Les troubles du langage, c'est un grand groupe. Ça peut être dû à d'autres maladies, ça peut être dû aussi à l'AVC. Ouais. Donc, devant un trouble du langage, une personne qui n'arrive plus à parler, donc il est conseillé d'orienter le patient vers un médecin ou un neurologue pour pouvoir explorer et faire la part des choses s'il s'agit d'un AVC ou bien d'une autre cause qui entraîne le dysfonctionnement du langage. Alors, quel est l'AVC le plus grave? Le plus grave, je dirais l'AVC hémorragique. Parce qu'on parle de gravité, c'est dans deux sens. Il y a la gravité par rapport à la vie et la gravité par rapport à la fonction. C'est-à-dire que si tu fais l'AVC, ce qui va te tuer en même temps parmi les deux AVC, c'est l'hémorragique. Mais si tu arrives à survivre par rapport à la récupération des fonctions perdues, ceux qui ont fait les AVC hémorragiques qui ont survécu récupèrent mieux que ceux qui ont fait l'AVC ischémique. Oui. Mais par rapport à la vie, je dirais que c'est l'hémorragique qui est le plus grave. Alors, quel est le temps de réaction, le temps d'action quand il y a, par exemple, une situation en face de nous? J'ai pas trop bien compris la question. Je vais parler du fait que vous êtes là, vous discutez et puis vous constatez qu'il y a une personne qui est à côté de vous qui est en train de développer ces signes-là. Le temps de réaction. Parce que souvent, on voit tout ce qui passe, on dit en 15 minutes, si vous ne réagissez pas, c'est que le patient meurt et tout. Quel est le temps de réaction selon vous? Nous avons une marge de manœuvre de 4h30 au maximum. C'est-à-dire que entre le temps que le patient reçoit son traitement, il y a une marge de manœuvre de 4 heures de temps qu'il faut bien exploiter. En Europe, il y a une filière des AVC, c'est-à-dire que quand l'entourage remarque qu'il y a un patient qui a une fonction qui est perdue de façon brutale, ils appellent le SAMU ou les ambulances et le protocole est mis en place, toute l'équipe médicale est informée qu'il y a un patient de ce genre qui arrive. Mais ici, nos systèmes ne sont pas encore à ce niveau. Donc, ce que nous conseillons à la population, dès qu'on remarque ça, c'est d'aller dans un centre de santé où on peut faire le scanner, puisque c'est le scanner qui permet de faire le diagnostic de l'AVC et qui nous permet de savoir si c'est ischémique ou c'est hémorragique. Donc, dès que vous constatez qu'il y a ces signes, aller dans un centre qui peut faire un scanner cérébral le plus tôt possible. Et donc réagir le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et par rapport à ce qui se dit sur les réseaux sociaux et tout, parce que aussi il faut lutter contre la désinformation aussi, du fait que si vous ne réagissez pas en 15-10 minutes et tout ça, qu'est-ce que vous avez à dire? Non, 15-10 minutes. Vous êtes le spécialiste. Je pense qu'il y a encore du temps. 15-10 minutes, c'est-à-dire que le temps de vous préparer, c'est arrivé brutalement. Personne ne s'y attendait. Donc vous avez le temps de chercher un véhicule ou d'appeler une ambulance pour aller dans un hôpital qui possède le scanner. Je pense que 15 minutes, c'est un peu trop limite. Et la plupart du temps, l'entourage est affolé. Le temps que les personnes retrouvent leur sang-froid et agissent adéquatement, on dépasse les 15 minutes. Mais même si on dépasse les 15 minutes, c'est pas encore tard. Donc on peut encore agir. Donc c'est entre 4 heures en fait. Au maximum. Au maximum. Oui. Mais par rapport à cela, une personne qui présente ces signes, est-ce que par exemple on doit adopter des gestes et tout? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau avant que la personne arrive à l'hôpital? Je dirais rien. Transporter la personne à l'hôpital. Dans un centre où on peut faire le scanner. Puisque les AVC ischémiques et les AVC hémorragiques ont des traitements qui peuvent s'aggraver l'un l'autre. Et sans le scanner, on ne peut pas trancher si c'est un AVC ischémique ou si c'est un AVC hémorragique. Si on pêche par excès, on se dit, bon, il y a 60% d'AVC ischémique et 40%. Bon, je pense que ce patient doit faire un AVC ischémique et tu mets un traitement d'AVC ischémique sans avoir fait le scanner. Alors que peut-être que c'est l'hémorragie. C'est l'hémorragie. Le saignement va s'aggraver et ça, c'est difficile. Donc, le seul conseil que je donnerais, c'est de recenser tous les médicaments que le patient prend. S'il a un dossier médical, l'avoir sous la main et puis aller dans un centre de santé où on peut faire le scanner.
pour déterminer ce que la personne a avant de commencer le traitement. Alors, est-ce que vous avez un nombre de chiffres par rapport aux personnes qui souffrent de cette maladie au Togo? Bon, pour les chiffres au niveau du CHU, peut-être? Pour les chiffres de 2023, je ne les ai pas, mais comme je l'ai dit, 60% de nos patients, c'est, je dirais peut-être, si je ne me trompe, pas les chiffres en tête, si on prend une consultation de neurologie, normalement nous avons beaucoup de pathologies que nous traitons. Déjà, 49% de nos patients sont victimes d'AVC. Donc si on prend 49% de ces patients, il y a 60% qui font l'ischémique et puis 40% qui font l'hémorragique. Mais par rapport aux chiffres actualisés, je les ai pas actuellement. Mais ça veut dire que c'est alarmant. Très alarmant. Très alarmant. Bon. Alors, quelles sont les causes? Quelles sont les causes de cet accident ou de ces accidents? Bon, si on prend l'AVC ischémique par exemple, il y a ces causes qui sont différentes et l'AVC hémorragique aussi. On va commencer par l'infarctus cérébral d'abord et puis on va à l'hémorragique. Ça marche. Donc si on prend les AVC en général, les deux ont des causes ou des facteurs de risque communs. Les causes sont différentes des facteurs de risque. Quand on parle de cause, c'est-à-dire que si on prend 100 personnes, on va trouver c'est-à-dire que si on dit que le bic noir est la cause de ta maladie, si tu as le bic noir, tu auras la maladie. Si on prend 100 personnes qui ont le bic noir, eux tous ils auront la maladie. Mais nous parlons plus de facteurs de risque. C'est-à-dire que le facteur est là, mais ça ne veut pas dire que tu vas faire la maladie automatiquement. Ça veut dire que ça augmente ton risque de faire la maladie. Donc nous allons plus parler des facteurs de risque. D'accord. Alors, quels sont donc ces facteurs de risque au niveau de l'AVC ischémique? Donc, nous avons deux grands groupes de facteurs de risque. Nous avons les facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier. D'accord. Et les facteurs de risque qu'on peut modifier. Et nos actions de prévention vont plus sur les facteurs modifiables. Oui. Donc, les facteurs qu'on ne peut pas modifier, il y a l'âge, il y a le sexe, il y a les antécédents familiaux. C'est-à-dire que si on a un parent au premier degré qui a déjà fait un événement vasculaire, nous avons un plus grand risque aussi d'avoir ce problème. Donc, il faut s'y prendre. Maintenant, le plus gros où il faut agir, c'est les facteurs modifiables qu'on peut modifier. Et en chef de file, nous avons l'hypertension artérielle. Nous avons le diabète, nous avons le tabagisme, nous avons l'obésité et la sédentarité. Nous avons l'hypercholestérolémie, nous avons l'alcoolisme et d'autres facteurs. Mais je vais m'arrêter à ceux-là. Vous avez parlé tout à l'heure de ces facteurs modifiables en abordant la question de l'hypertension artérielle. Quel est le lien en fait entre l'hypertension artérielle et l'AVC? Bon, quand on parle de l'hypertension artérielle, c'est une maladie des vaisseaux. En fait, c'est une maladie qui touche les vaisseaux. Disons, si on prend de façon terre à terre, la tension artérielle, c'est la force qui fait circuler le sang dans nos vaisseaux. Donc, quand cette force dépasse une certaine valeur seuil, on parle de maladie d'hypertension artérielle. Donc, l'hypertension artérielle, les vaisseaux sont censés être souples ou mobiles pour faciliter la circulation du sang d'une partie du corps à l'autre. Mais avec l'hypertension artérielle, ces vaisseaux deviennent durs, rigides. Donc, il y a plus la circulation ne se fait plus normalement et ça fait que les caillots peuvent se former. Très facilement. Très facilement. Disons ça de façon terre à terre. Par rapport à, je vais profiter pour dire pour l'hémorragique en même temps, par rapport à l'hémorragique, c'est plus une question de pression. C'est le vaisseau qui s'éclate. Si on prend un ballon de baudruche qu'on appelle vulgairement auto-auto, quand tu souffles dedans, arrivé à certains moments, quand la force du contenu, c'est-à-dire l'air, devient plus élevé que le ballon, ça éclate. Donc c'est le même mécanisme qui se passe. La tension artérielle, qui est la force qui permet au sang de circuler à l'intérieur du vaisseau, quand elle s'élève, arrivé à un certain seuil, le vaisseau éclate. Donc c'est ça qui fait sortir le sang du vaisseau pour rentrer dans le parenchyme cérébral. D'accord. Alors vous avez parlé de diabète, d'hypertension, on sait que ce sont des maladies à risque. Donc quand on a ces maladies, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a ces maladies, il faut les prendre en charge. Et il y a des médicaments, il y a des spécialistes qui sont là pour les prendre en charge. La prise en charge est spécifique. Oui, et ce qui porte un peu préjudice à nos populations,
La plupart du temps, ils pensent que prendre le médicament est suffisant, mais c'est pas suffisant. Il faut prendre le médicament, c'est déjà un très bon début, mais il faut s'assurer si votre médicament est efficace ou pas. Ouais. Et pour savoir si c'est efficace, ce sont des contrôles réguliers et aller voir son médecin pour voir est-ce que ce médicament, je le prends, est-ce qu'il bosse, il ne bosse pas, est-ce qu'il faut le renforcer, il faut le diminuer. Il y a aussi cette partie qui manque un peu au-delà du fait de prendre les médicaments. La sédentarité. Oui. Parlez-nous-en, parce que c'est un sujet souvent quand on parle de santé, puisque c'est cette émission, à tout moment, les médecins ramènent cette question-là. Quel est l'effet de ce comportement que nous adoptons de plus en plus, on va dire? Disons que l'être humain n'est pas fait pour rester sur place. Notre corps est fait pour bouger. C'est pour ça que nous avons des muscles pour bouger. Mais notre mode de vie actuel nous fait qu'on ne bouge plus comme avant. Donc, quand on ne bouge pas, il y a ce que nous mangeons, c'est censé nous faire nous donner de l'énergie pour faire nos activités. Ouais. Mais si tu manges 1 kilo de riz, par exemple, et que tu as de l'énergie de 1 kilo de riz, et que tu fais le travail de, disons, 500 grammes de riz, l'organisme va faire de l'économie, stocker ça. C'est parce que tu n'as pas dépensé cette énergie. Quand tu es sédentaire, tu dépenses moins d'énergie que celui qui est en mouvement hyperactif. Donc cette sédentarité fait que l'organisme va stocker tout sous forme de graisse. Et c'est cette graisse-là qui n'est pas bonne. Et cette graisse va se déposer au fond des vaisseaux et arriver à certains moments, les vaisseaux seront bouchés et le sang ne pourra plus circuler. Donc c'est ça qui va donner l'AVC. Et le conseil, c'est quoi? Le conseil, c'est de bouger. Bouger en faisant le sport ou comment? Non, marcher. La marche, c'est un excellent sport aussi. Marcher au moins 30 minutes par jour. Au moins 30 minutes par jour. Éviter les conducteurs de moto de temps en temps. Oui, parce que c'est devenu des habitudes, je ne sais même pas, on veut aller juste à côté, on préfère prendre la moto à 100 francs. Si vous habitez à moins d'1 kilomètre de votre boulot, vous pouvez marcher, aller, retour. Ça vous fait déjà une activité sportive pour la journée. Et surtout, marcher, bouger, c'est très important. Alors, vous êtes sur Radio Diena dans votre émission Santé Assure. Nous parlons des AVC avec Dr Bitakade Kabassem. Il est neurologue, médecin neurologue au CHU Campus de Lomé. Alors, docteur, on a parlé tout à l'heure de l'hypertension artérielle. On a parlé également de diabète. Quel est le lien entre ces deux maladies? Ces deux maladies, ce sont des maladies des vaisseaux. Ils fragilisent les vaisseaux. C'est comme on l'a dit, les vaisseaux, ce sont des tuyaux. Donc, tout ce qui peut fragiliser le tuyau va entraîner des AVC, en fait. Donc, le diabète aussi favorise, disons ça, détruit les vaisseaux progressivement. Donc, si les vaisseaux sont détruits, ils ne pourront plus très bien assurer leur rôle. Donc, soit ils peuvent éclater, le sang va sortir, soit ils vont faire le lit d'une occlusion qui va donner l'infarctus après. Alors, par rapport à l'AVC hémorragie, parce qu'en premier lieu, on a parlé de l'infarctus cérébral en disant qu'il y a des facteurs modifiables et non modifiables. Oui. Maintenant, au niveau de l'hémorragie, est-ce que c'est la même chose? Au niveau de l'hémorragie, il y a d'autres facteurs qui s'ajoutent au fait. Il y a le fait de prendre des anticoagulants, par exemple. Les anticoagulants, ce sont des médicaments qui rendent le sang fluide. Oui. Ça veut dire que si tu saignes, quand tu es sous anticoagulant, tu as une plus grande facilité à saigner. Donc, ce qui va faire que les vaisseaux, au moindre bobo, vont péter et le sang va sortir. Il y a aussi un autre facteur qui est très important, qui est les consommations d'alcool. En fait, les facteurs de coagulation sont produits par le foie. Et quand on consomme beaucoup d'alcool, le foie souffre et n'a plus cette capacité de produire les facteurs de coagulation pour nous aider. Donc, ce qui fait que chez les alcooliques aussi, ils ont une plus grande facilité à faire les AVC hémorragiques aussi. Il y a un gros facteur que je n'ai pas mentionné, qui est le stress aussi. Et ça, il faut vraiment travailler sur soi pour le faire, pour relativiser ou bien pour avoir des activités relaxantes pour ne pas être trop stressé.
Oui, mais la pression aujourd'hui, elle est là. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup plus de dépression, de stress et tout. Comment on peut éviter ça? Quels sont les éléments à mettre en place pour ne pas stresser de trop jusqu'à ce on ne fasse un AVC? Déjà, c'est de ne pas prendre les choses trop personnellement. Je sais que c'est facile à dire, C'est c'est difficile à difficile, faire. Faire du sport aussi, c'est bon pour le mental. hein? Et avoir des exultoires, comme j'aime le dire. C'est-à-dire, si danser me fait plaisir, je m'arrange à ce que j'ai une activité de danse 2 fois dans la semaine. Si aller à la plage me relaxe, je m'engage envers moi-même à aller à la plage au moins 2 fois dans le mois. Mais il ne faut pas se donner trop de pression à soi-même. C'est vrai que la vie est déjà très stressante, donc on travaille ou bien on fait des activités pour pouvoir suivre. Maintenant, si ce qu'on gagne, on le met dans la santé parce qu'on se met trop de pression, on risque de tout dépenser en santé aussi. D'accord. Quelle prise en charge donc, pour ces personnes atteintes des AVC? On va commencer par l'AVC hémorragique. Donc, l'AVC hémorragique, c'est de lutter pour que le cerveau ne soit pas comprimé. Puisque nous avons la tête ou le crâne qui est un os dur, c'est-à-dire qui ne peut pas gonfler. Donc tout ce qui est dans le cerveau, il n'y a plus de place pour autre chose. Mais voilà qu'autre chose vient s'ajouter comme du sang. Le cerveau va souffrir, sera comprimé dans le crâne. Et c'est ça qui emporte souvent nos patients. Donc le plus gros du traitement, c'est de gérer d'abord la pression pour que ça n'augmente pas trop avec des médicaments. Il y a d'autres dispositions. C'est de traiter les autres facteurs de risque, surtout l'hypertension artérielle, le diabète, de les prendre en charge pour que ça n'aggrave pas le saignement et prier à ce que la personne puisse survivre. D'accord. Et par rapport à l'infarctus cérébral? Par rapport à l'infarctus cérébral, j'avais dit qu'il faut au moins 4h30 de marche de manœuvre. Il y a un traitement qui permet d'aller détruire le caillot qu'on ne pratique pas encore au Togo. Mais il y a d'autres moyens aussi qu'on utilise, comme l'utilisation de l'aspégique ou de l'aspirine, donc qui nous permet aussi de prendre en charge les patients. Et comme pour la gestion de l'hypertension, du diabète et de l'hypercholestérolémie aussi. Et il y a les autres facteurs aussi, les autres problèmes qu'il faut résoudre, comme la rééducation. Il faut faire de la kinésithérapie, de la rééducation du langage, aider le patient à retrouver progressivement sa parole et surtout le volet de prévention, prendre bien les médicaments, et éviter la sédentarité, l'alcool, le tabac, aller faire du sport après avoir retrouvé ses fonctions et surtout prendre la vie du bon côté. Alors par rapport à ces accidents, est-ce qu'on peut les avoir plusieurs fois? Oui, on peut. C'est le drame dans l'histoire. On peut les avoir autant que possible. Dès que ça commence. Dès que ça commence, on peut les avoir. En fait, c'est le drame dans l'histoire. Vous imaginez que quelqu'un qui a un AVC, il est paralysé du côté gauche et puis un an après, il est paralysé du côté droit. Ça veut dire qu'il ne pourra plus faire de mouvement. Il sera comme un légume et c'est une grande charge pour la famille. Pour la famille, pas que pour la famille, pour la société. Parce que ça arrive à une période où la personne est en plein dans la vie active et c'est cette personne qui va charbonner au boulot pour amener de l'argent à la maison. Déjà, le fait qu'il ne va plus travailler, c'est un manque à gagner pour la famille. Et le fait qu'il soit dans cet état, il mobilise une autre personne qui peut aller travailler, ramener de l'argent parce qu'on ne peut pas le laisser seul là-bas. Et il faut de l'argent pour payer les médicaments tous les jours. C'est pour ça que nous insistons plus sur la prévention. Alors, par rapport à cela, aux accidents répétitifs, comment on fait pour les éviter? C'est toujours l'action sur les facteurs de risque. Et par exemple, pour l'AVC ischémique, il y a de l'aspégique qu'il faut prendre à vie. À vie. C'est à vie. Oui, à vie. D'accord. Puisque ça fluidifie le sang, ça empêche les caillots de se former. C'est de prendre l'aspégique à vie. Ou s'il y a une autre cause, c'est de traiter la cause. Maintenant, pour l'AVC hémorragique, le plus grand facteur, c'est l'hypertension artérielle. Donc, c'est s'arranger à ce que sa tension soit toujours dans les normes, inférieures à 140 sur 80 et 90 mm de mercure.
Et il y a aussi le côté nutritionnel aussi qu'il faut aborder. Il y a les aliments trop salés, le bouillon qu'on appelle cumin cube aussi qu'il faut éviter. Il y a les aliments trop gras, les fast-food, les Coca-Cola, les frites qu'il faut éviter, privilégier les légumes et les fruits surtout. Les sodas et tout ça, donc il faut les éviter. Alors, par rapport à l'alimentation, aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure des nourritures rapides, je vais parler des fast-food, qui pilulent un peu partout. Est-ce que vous, en tant que spécialiste de santé, vous avez peur? Oui. Pas plus tard qu'avant-hier, je discutais avec un collègue. Même pour nous, pour manger, ça devient un problème. Parce que tu es là, tu as l'information, tu sais que ce que tu vas manger, ça va devenir autre chose dans ton corps. Donc du coup, tu es là, tu réfléchis à quoi manger, quoi ne pas manger. Sinon, ça fait vraiment peur et personne n'est épargné en fait. Mais il ne faut pas en abuser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout parce que ce sont les jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à ces repas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à ce niveau? Est-ce une prise de conscience? Est-ce qu'il faut faire des affiches au niveau des hôpitaux par rapport à cela pour qu'ils comprennent que c'est un problème sérieux? C'est un problème sérieux. Je pense que chacun, ou de proche ou de loin, déjà eu un membre de famille qui a eu l'AVC et nous activons à faire au moins de la sensibilisation auprès des proches, surtout sur le côté alimentation et le côté sédentarité. Donc c'est d'éviter au maximum les fast-food. Si on ne peut pas, il ne faut pas que ça soit trop routinier. Peut-être une fois dans le mois, c'est déjà suffisant. Alors, est-ce qu'il y a des actions menées par les autorités togolaises, surtout les autorités sanitaires, pour freiner les AVC au Togo? Oui. Qu'est-ce qui est fait? Il y a beaucoup d'activités. Il y a d'abord des campagnes de sensibilisation sur les médias. Il y a déjà le patient qui est là. Nous profitons pour faire la sensibilisation aux collatéraux, c'est-à-dire que aux enfants, aux petits frères, pour dire votre frère, votre papa a eu cette maladie qui est grave. Vous-même, vous avez vu comment il est. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes à risque. Si vous ne voulez pas que ça vous arrive, vous devez prendre ces dispositions. Déjà, on le fait à la base. Il y a le programme de maladies non transmissibles du ministère de la Santé aussi, qui fait des grandes campagnes de sensibilisation aussi. Il y a aussi beaucoup de nos collègues qui font les sensibilisations sur les médias aussi. C'est vrai que toutes les couches ne sont pas encore touchées, mais il y a des actions qui sont faites. Est-ce que vous pensez que le message passe? Est-ce qu'il y a des changements quand les patients arrivent vers vous dans la discussion? Vous constatez qu'on commence par prendre conscience? Oui, nous avons quand même des retours assez favorables, mais le problème c'est plus les habitudes. Ils ont actuellement les informations sur quoi faire, quoi ne pas faire. Mais comme les habitudes sont déjà installées, c'est difficile à laisser tomber. Sinon, la plupart ont les informations, mais c'est comment les pratiquer au quotidien. C'est ça, c'est le plus gros du travail qui nous reste. D'accord. Ce qu'on voit souvent aussi, ce sont des propositions des tradithérapeutes. On propose des produits, des médicaments à des personnes qui souffrent de cette maladie. Aujourd'hui, vous, en tant que spécialiste de la question, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dirais qu'on ne laisse pas un mensonge régler un problème de menuiserie. Et les praticiens, eux, ils sont là pour faire le business. Je ne contredis pas la tradithérapie. Oui. Les Africains de base, quand tu as un problème de santé, tu vas voir ton guérisseur. Oui. Et le guérisseur t'examine comme nous aussi on le fait. S'il faut qu'il fasse des analyses, ces analyses, c'est tu payes un book, on va consulter les aïeux pour voir c'est dû à quoi tu as rompu, quel interdit, avant qu'on ne trouve la cause de ta maladie et on te donne toi ton traitement. Ça, c'est ce que nos ancêtres faisaient. Maintenant, ce qui se fait, il y a un monsieur qui se promène avec un mégaphone qui te dit que j'ai cette décoction qui traite tout ce que tu veux. Et lui-même, quand il est malade, il ne prend même pas cette décoction. Et quand tu le prends, quand tu as des effets, tu ne peux même pas le poursuivre parce que tu ne vas pas le voir. Il n'a pas de responsabilité. Donc, pour ma part,
je dirais qu'il ne faut pas laisser les maçons résoudre les problèmes des menuisiers. Quand vous avez un problème, vous allez voir le médecin. Oui. Même les astuces sur les réseaux sociaux, TikTok et tout ça, en fait, ils ne sont pas professionnels, en fait. Ils ne sont pas des professionnels. Et eux aussi utilisent des informations qui ne sont pas correctes pour pouvoir aider, mais ça pose plus de préjudice que d'aide. Comme je le dis, quand vous remarquez qu'un de vos proches est en train de faire un AVC, l'idéal, c'est de l'amener dans un centre de santé où on peut faire le scanner. Oui. Si vous arrivez à faire ça, vous l'aurez aidé à 50%. D'accord. Alors, par rapport à ces spécialistes, non, qui ne sont pas des spécialistes, mais on peut parler de sages-femmes, infirmières, parce que ce qui se voit aujourd'hui, qui sont sur les réseaux sociaux et qui disent quand vous avez ceci, faites cela, surtout par rapport aux AVC, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut les rappeler à l'ordre aussi. Oui, vraiment, parce que je pense qu'ils essaient aussi de faire la sensibilisation, mais tout en n'ayant pas les bonnes informations. Parce qu'ils ne sont pas spécialistes du domaine. Il peut avoir les informations qu'on donne à tout le monde et veulent bien faire pour éviter, mais en voulant trop bien faire aussi, on peut gâter beaucoup de choses. L'idéal, c'est quand on est devant ce cas, on n'est pas spécialiste, quand on a un problème de comptabilité, on va voir un comptable pour gérer ça. On arrive à le faire facilement dans les autres domaines, mais dans le domaine de la santé, c'est un peu difficile où tout le monde veut se faire un traitant. Donc je pense que pour pouvoir aider plus le monde, c'est d'aller à l'hôpital. C'est vrai qu'il y a une phobie des hôpitaux pour certains patients, mais l'idéal, c'est d'aller à l'hôpital. Par rapport à un patient qui a développé ou bien qui a déjà eu un AVC ou bien des AVC, ce patient doit-il continuer par boire de l'eau? Prendre de l'alcool? Non. Je dirais non. Même pour ceux qui n'ont pas encore fait d'AVC, c'est pas conseillé de prendre de l'alcool. Il y a certaines personnes qui disent qu'on a besoin d'une quantité d'alcool dans le sang, des choses comme ça. C'est confirmé ou bien... On n'en a pas besoin. D'accord. Non, on n'en a pas besoin. On a besoin de glucose et d'oxygène. Si les deux sont là, puisque tout ce qu'on mange finit en glucose et l'oxygène, c'est l'air qui nous le donne. Donc, ce sont les trucs de base qu'il faut avoir. L'alcool, on n'en a pas besoin. Donc, l'organisme n'a pas besoin de ça. Ce sont des arguments. Oui, et l'organisme même en produit. Donc, on n'en a pas besoin. D'accord. Qu'est-ce que les populations doivent faire pour amener à la réduction des taux liés aux AVC? C'est insister sur la prévention. Donc, la prévention va insister sur le côté alimentation. Donc, d'abord, éviter de manger trop salé. Et salé, c'est le cube, le sel de table. Éviter d'ajouter du sel dans son aliment. Éviter de manger beaucoup d'aliments en conserve. Éviter les boîtes de conserve. Oui, les boîtes de conserve. Puisque pour conserver les aliments, c'est avec du sel qu'on les conserve, en fait. Donc, il faut éviter d'en consommer. Quand tu consommes beaucoup de conserve, c'est vrai que tu te dis que tu n'as pas consommé beaucoup de sel, mais il y a du sel dedans, en fait, mais caché. Il faut éviter de manger tout ce qui est gras. Éviter ça au maximum. Surtout le gras venant des animaux, comme la viande du porc, qui est une viande assez grasse. Nous avons le poulet aussi, mais c'est surtout au niveau de la peau. Donc, évitez de manger la peau du poulet. Oui. Quand vous braisez vos poulets à la maison, vous remarquez que de temps en temps, il y a cette substance jaune qui sort, qui tombe dans le feu et puis ça fait... Oui, c'est la graisse. Oui, c'est la graisse. Il faut éviter en retirant la peau et consommer plus les poissons qui sont assez riches en gras, bons pour les vaisseaux et le cerveau. Éviter de manger très sucré. Quand on dit sucré, il ne s'agit pas du saccharose qu'on met dans la bouillie ou bien dans le thé. Ça va dans les viennoiseries, le chocolat, les yaourts, les biscuits, tout. Donc éviter le grignotage aussi, c'est important. Avoir un repas complet le matin et laisser au moins 6 à 8 heures entre deux repas. Consommer surtout des fruits et des légumes et surtout bouger. Faire du sport, marcher en nature, ça fait du bien. Aller à la plage, courir dans le sable, faire des activités qui relaxent. Et puis, en cas
problème, se diriger à l'hôpital, ne pas jouer aux apprentis médecins. Et surtout pour les personnes qui ont déjà un membre de famille, qui a déjà eu un AVC ou bien qui ont des facteurs de risque, c'est de faire un bilan de santé dès 35 ou 40 ans. Quand il n'y a pas de bilan de santé, allez dans un centre de santé, demandez juste qu'on contrôle votre tension et prendre votre glycémie pour voir comment ça évolue. Si c'est normal, vous continuez vos mesures de prévention et dans un an, vous recheckez encore. Ça permet de voir l'évolution. Le début, là, au début, on peut bien prendre en charge ces affections. D'accord. Vous avez parlé de sport et aujourd'hui, on a constaté que les citoyens s'adonnent un peu aux activités sportives, mais l'autre bémol, c'est que quand on joue, on court, juste après, il y a toujours une troisième mi-temps. Docteur. C'est pas conseillé. Mais c'est ce qui se fait. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Ça, c'est faire un pas en avant et deux pas en arrière, en fait. Donc, déjà que le sport n'est pas assez intense, après, je pense que c'est pas conseil. C'est-à-dire que tu fais du sport et puis tu prends de l'eau et tu rentres. Mais c'est pas conseil. C'est vrai que c'est maintenant courant. C'est courant maintenant. Après le sport, on prend la bière, on mange gras, oui. et puis on se beaucoup sépare. De viande et tout ça. Donc, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Ça fait un pas en avant, deux pas en arrière. D'accord. Ça crée encore... Les facteurs se seront toujours là. Vous n'avez pas réduit, en fait. Non, vous l'avez augmenté. Alors, il y a des personnes, on vous dira, non, moi, je ne prends que des boissons gazeuses, c'est-à-dire des sucreries. Parce que je veux éviter l'hypertension, je veux éviter, moi, je ne prends pas d'alcool, parce que les sucreries, c'est mieux. C'est du pareil au même, en fait. C'est le père et son enfant, en fait. Au fait, le sucre est aussi délétère que le sel. Le sucre fait, surtout les sucres rapides, des sodas, fait que tu sécrètes beaucoup d'insuline. D'accord. Et quand ton stock d'insuline finit, c'est ça qu'on appelle diabète. Oui. Maintenant que tu es dans le diabète c'est une maladie qui touche les vaisseaux. Tout diabétique finira par faire l'hypertension artérielle. Donc, c'est pas conseillé aussi de consommer les sodas. Alors, docteur, nous arrivons presque à la fin de cette émission. On va revenir sur les premiers gestes à avoir quand on sent qu'on a de l'AVC. Les premiers gestes à avoir, c'est rassurer le patient lui-même, rassurer ses accompagnants, chercher son carnet de santé, prendre ses médicaments et puis se rendre dans un centre de santé où on peut faire le scanner en urgence. Pas la peine d'appeler un personnel pour venir faire les soins à domicile. C'est pas conseillé. Ça crée plus de dommages. C'est aller dans un centre où on peut faire le scanner en urgence. Et les signes d'AVC, c'est quand il y a une perte de fonction qui arrive de façon brutale. S'il y a une hémiplégie, il y a un côté qui ne travaille plus de façon brutale. S'il y a la bouche qui est déviée de façon brutale ou quand la personne n'arrive plus à parler de façon brutale, on conduit le patient directement dans un centre où on peut faire un scanner. Alors, quel est donc votre appel pour finir? Mon appel pour finir, c'est toujours la prévention. Par rapport à nos parents, toujours chercher les bonnes informations. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais les meilleures informations se retrouvent à l'hôpital. C'est vrai que actuellement, les hôpitaux sont un peu saturés, mais à chaque fois que vous avez un contact avec un médecin, vous pouvez lui rappeler, ça lui fera plaisir de vous faire encore de la prévention. Et le plus important, c'est toujours la prévention. Parce que le meilleur traitement de l'AVC, c'est de ne pas l'avoir, en fait. Parce que quand on l'a, on ne sait pas comment ça va évoluer. Donc, le meilleur traitement, c'est la prévention. Insister sur la prévention. D'accord. Merci beaucoup, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'était un plaisir. Alors, chers auditeurs, vous l'avez écouté, vous avez écouté les conseils de notre spécialiste neurologue. Alors, il a bien dit, on prend des dispositions pour éviter les AVC parce que l'avoir, c'est créer un autre problème. On peut vous traiter et demain, juste après, vous rechutez et puis on rechute, on ne sait pas comment cela va finir. C'est mieux de prévenir les AVC en adoptant de bons comportements alimentaires, en évitant d'être sur place, en bougeant. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chaînes où on est là, matin, midi, soir, devant son écran. On ne bouge pas du tout.
Donc, c'est mieux de bouger. Et quand vous avez des signes cités par notre spécialiste, des formations de la bouche, faiblesse, soudain d'un seul côté, on sent qu'on ne ressent plus ses membres, impossibilité de sourire ou même de parler, on va à l'hôpital. C'est le message. Oui. Voilà. Nous étions avec Dr Bitakande Kabassem. Il est médecin neurologue au CHU Campus, auditeur et auditrice de Radio Dieu. On se retrouve mardi prochain pour un autre numéro de Santé Assure. D'ici là, portez-vous bien et puis prenez soin de vous.